Ce n'est pas un endroit pour les perdants, m'a dit mon grand-père Harold à la porte de son manoir victorien, lors de ce qui aurait dû être le jour le plus spécial de l'année pour lui, son 85e anniversaire. Je me tenais là, tenant précieusement un cadeau soigneusement emballé. Une montre de poche ancienne que j'avais restaurée spécialement pour lui, vêtue de ma plus belle chemise, celle que je gardais pour les grandes occasions. Je venais de terminer mon service à l'atelier, mes mains sentaient encore légèrement l'huile diesel, mais je m'étais soigneusement préparé pour assister à la fête. Mais grand-père, c'est ton anniversaire. Je t'ai apporté ton cadeau et... Il m'interrompit d'un geste brusque de la main, ses yeux bleu-gris me fixant d'un regard froid que je n'avais jamais vu auparavant. L'homme qui m'avait appris à changer des pneus et à réparer des moteurs quand j'avais seulement 10 ans me regardait maintenant comme si j'étais un étranger indésirable. Joshua, ton cousin Marcus vient nous présenter sa fiancée aujourd'hui. Elle est diplômée de Harvard et travaille dans un cabinet d'avocats à Manhattan. Sa famille est traditionnelle et prestigieuse. Tu comprends où je veux en venir, n'est-ce pas? Je m'appelle Joshua Martinez et, à 32 ans, je n'aurais jamais imaginé être expulsé de la maison de mon propre grand-père à cause de mon travail de mécanicien diesel. Le même travail qu'il m'avait encouragé à faire quand j'étais adolescent, en me disant que les vrais hommes travaillent de leurs mains. J'ai senti mon cœur se serrer en regardant le visage de l'homme qui avait été mon héros pendant toute mon enfance. Harold Martinez a bâti son empire immobilier à partir de rien, en commençant comme maçon. C'était lui qui venait me chercher à l'école quand mes parents travaillaient, qui m'emmenait à l'atelier de son ami Roberto et qui m'apprenait qu'il n'y avait aucune honte à travailler honnêtement. Grand-père, je ne comprends pas. Tu m'as toujours dit que... C'était différent avant, m'a-t-il interrompu à nouveau en ajustant sa cravate en soie. Maintenant, les choses ont changé. La famille doit garder les apparences. Marcus a obtenu son diplôme, s'est trouvé une carrière respectable, une petite amie de bonne famille. Et toi? Ses yeux me parcoururent de haut en bas avec désapprobation. Tu continues à te salir avec de la graisse et de l'huile comme un adolescent rebelle. Ces mots me frappèrent comme des coups de poing dans l'estomac. Pendant des années, j'avais assisté religieusement à tous les anniversaires, apportant des cadeaux faits à la main ou soigneusement choisis. C'était moi qui réparais sa voiture classique sans rien demander en échange. C'était moi qui passais mes week-ends à l'aider à faire des réparations dans la maison. Et maintenant, devant toute la famille qui arrivait pour la fête, il me renvoyait comme un employé incompétent. « Tu ferais mieux de rentrer chez toi », dit-il en baissant la voix alors qu'il voyait des voitures s'approcher dans l'allée circulaire. « Quand les choses se seront calmées, nous parlerons. » J'aurais pu lui dire que j'avais déjà dépensé $300 pour la montre ancienne que je tenais dans mes mains. J'aurais pu lui rappeler que c'était moi qui avais payé la réparation du toit de sa maison l'année dernière, lorsque la tempête avait causé des dégâts. J'aurais pu mentionner que j'avais pris en charge les frais médicaux de grand-mère Elena avant son décès, sans jamais lui demander un centime en retour. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « Je comprends parfaitement, grand-père ». Je me suis retourné et je suis retourné à ma camionnette Ford F-350, sentant le poids des regards de mes proches qui arrivaient. Certains me saluaient timidement, d'autres faisaient simplement semblant de ne pas me voir. J'ai posé le cadeau sur le siège passager et j'ai démarré, regardant par la fenêtre Marcus arriver dans sa BMW noire rutilante et embrasser son grand-père comme s'il était le petit-fils prodigue. En rentrant chez moi, une seule question me trottait dans la tête. Que dirait-il s'il savait que le perdant de la famille venait d'atteindre 2 400 000 $ d'investissement? Si vous vous demandez comment cette histoire d'humiliation familiale va se dérouler, continuez à suivre, car ce qui s'est passé ensuite a complètement changé la dynamique de notre famille pour toujours. Mais d'abord, je dois vous raconter comment j'en suis arrivé là, et pourquoi garder ma fortune secrète allait devenir l'arme la plus puissante que j'aurais pu imaginer. Ma camionnette était encore en train de chauffer dans l'allée lorsque j'ai reçu le premier message dans le groupe familial. Il venait de ma tante Patricia, la sœur de mon grand-père. « Où es-tu, Joshua? La fête est superbe. » Je n'ai pas répondu. Comment expliquer que j'avais été banni de la fête parce que je n'étais pas assez bien? Que l'homme qui m'avait élevé après la mort de mes parents dans un accident de voiture m'avait rejeté comme une pièce défectueuse d'une machine. Harold Martinez n'était pas seulement mon grand-père, c'était le patriarche d'une famille qu'il avait façonné à son image pendant 60 ans. Il avait commencé comme immigrant mexicain, avait travaillé comme maçon, puis comme constructeur, avant de devenir l'un des plus grands promoteurs immobiliers de la région. Il avait épousé Elena, une professeure de piano qui avait apporté un peu de raffinement à son ambition brute. Ensemble, ils avaient bâti un empire familial fondé sur une seule règle tacite. Les apparences étaient primordiales. Harold a toujours eu ses favoris. Marcus, mon cousin, avait 2 ans de moins que moi, mais depuis son enfance, il faisait preuve de ce que grand-père appelait l'instinct commercial. Pendant que j'étais dans le garage à apprendre à changer l'huile, Marcus était dans le salon à étudier des tableaux financiers.
Quand j'ai choisi le lycée technique, Marcus est allé à l'université pour étudier la gestion. Joshua a des mains habiles, disait souvent mon grand-père d'un ton qui suggérait que c'était une consolation, pas un compliment. Mais Marcus a le sens des affaires. Ce qui me blessait, ce n'était pas seulement cette préférence évidente, mais la façon dont Harold réécrivait notre histoire familiale pour l'adapter au récit qu'il voulait raconter. Pendant des années, il m'avait encouragé à travailler dans la mécanique. Il m'emmenait à l'atelier de Roberto le week-end, m'apprenait à réparer des moteurs et me disait qu'un homme qui sait réparer des choses ne mourra jamais de faim. Mais c'était avant que Marcus ne ramène à la maison sa première petite amie issue d'une famille riche. Avant que les réunions mondaines ne commencent à se tenir dans le manoir victorien qu'Harold avait restauré. Avant qu'il ne découvre que le prestige social pouvait avoir plus de valeur que les compétences pratiques. La transformation s'est faite progressivement. D'abord, on a cessé de m'inviter aux dîners importants. Puis, mes réussites professionnelles ont cessé d'être mentionnées dans les conversations familiales. Lorsque j'ai ouvert mon propre atelier spécialisé dans les moteurs diesel, une entreprise qui rapportait plus de 500 000 $ par an, mon grand-père s'est contenté de dire « C'est bien, Joshua. J'espère que tu arriveras à subvenir à tes besoins. » Marcus, en revanche, a décroché un poste de débutant dans une société de conseil et a été traité comme s'il avait découvert le remède contre le cancer. Je me suis garé devant la maison et je suis entré par la porte latérale, en évitant de regarder la table à manger où le cadeau de mon grand-père était encore emballé. La montre de poche avait appartenu à son père, mon arrière-grand-père que je n'avais jamais connu. J'avais passé 3 mois à fouiller dans les brocantes avant de la trouver, puis 2 mois supplémentaires à restaurer complètement le mécanisme. Chaque engrenage avait été nettoyé et calibré à la main. Le boîtier en or avait été poli jusqu'à briller comme neuf. J'avais gravé au dos un message simple. Pour Harold, avec tout mon amour, Joshua. Maintenant, cela semblait être une blague cruelle. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Marcus. « Mec, t'es où ?» Hélène demande où est son célèbre cousin. Hélène. La fiancée parfaite. Diplômée de Harvard Law, fille d'un juge fédéral, petite-fille d'un sénateur à la retraite. Le genre de femme dont Harold rêvait pour sa famille, quelqu'un dont le nom ouvrirait les portes des cercles sociaux auxquels il aspirait encore. Je répondis simplement « Je ne peux pas venir. Je travaille. » Le mensonge était plus facile que la vérité. Mais Marcus n'a pas abandonné. Il m'a appelé directement. « Joshua, qu'est-ce qui se passe? Grand-père m'a dit que tu avais une urgence au travail, mais je croyais que tu avais fermé le garage aujourd'hui. » Fermé le garage. Le jour de l'anniversaire de l'homme qui m'a élevé. Bien sûr que j'avais fermé. C'est compliqué, Marcus. Mon garçon, tu vas bien? Tu as l'air bizarre. Pendant un instant, j'ai envisagé de tout lui raconter. Marcus et moi avons grandi ensemble. Nous avons partagé la même chambre pendant 3 ans après la mort de mes parents. Il m'a appris à jouer aux échecs. Je lui ai appris à faire du vélo. Il y avait un amour sincère entre nous, enfoui sous des années de rivalité familiale. Je vais bien, ai-je menti. Profite de la fête. D'accord, mais... Joshua, grand-père a fait un discours émouvant sur la famille et l'héritage. Il a parlé de toi aussi. Il a dit qu'il était fier de tous ses petits-enfants, chacun suivant son propre chemin. Fier. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. C'est bien, ai-je réussi à dire. J'ai raccroché avant que ma voix ne trahisse la colère qui bouillonnait en moi. Assez fier pour parler de moi quand je n'étais pas là, mais pas assez pour me vouloir dans la même pièce que son nouveau membre prestigieux de la famille. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Harold Martinez avait passé sa vie à bâtir son empire sur les apparences et le statut social. Il avait choisi l'image parfaite de la famille plutôt que la réalité imparfaite de l'amour inconditionnel. Mais il ignorait une chose au sujet du petit-fils indigne qu'il avait rejeté si facilement. Au cours des 10 dernières années, pendant qu'il se souciait de son image et de son prestige, j'avais construit quelque chose de bien plus solide qu'une réputation sociale. Et si Harold voulait jouer le jeu des apparences, j'étais sur le point de lui montrer ce que c'était vraiment que d'être jugé pour ce que l'on possède, et non pour ce que l'on représente. Ce qui s'est passé ensuite allait révéler non seulement qui méritait vraiment le respect dans cette famille, mais aussi combien de surprises se cachaient encore sous le capot de ce perdant qu'il avait sous-estimé pendant si longtemps. L'humiliation de l'anniversaire n'était qu'un début. Le lundi suivant, mon téléphone a sonné à 7 heures du matin. C'était tante Patricia, la sœur cadette de mon grand-père, avec qui j'avais toujours eu une relation étroite. « Joshua, mon chéri, j'ai quelque chose à te dire », m'a-t-elle dit d'une voix embarrassée. À propos de la fête de samedi. J'ai senti mon estomac se nouer. Que s'est-il passé, tante? Harold a dit à tout le monde que tu n'étais pas venu parce que tu étais...
enfin, jaloux du succès de Marcus. Il a dit que tu traversais des difficultés financières et que tu te sentais inférieur à Hélène. Ces mots m'ont frappé comme des coups de poing dans le ventre. Non seulement il m'avait expulsé, mais maintenant il réécrivait l'histoire pour faire de moi le cousin rancunier et raté. Il a vraiment dit ça? Joshua, tu sais comment est ton grand-père. Quand il veut protéger l'image de la famille, il improvise avec la vérité. Patricia soupira. Mais ce n'est pas tout. Marcus s'est inquiété et a proposé son aide financière. Devant tout le monde. Harold a accepté en ton nom, disant que tu étais trop fier pour demander, mais que c'était une bonne chose pour la famille de prendre soin des siens. Ma main serra le téléphone si fort que j'entendis le plastique craquer. Il a accepté de l'argent pour moi. 500 $. Hélène a même dit que c'était beau de voir une famille unie qui prend soin des membres les moins. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Les moins fortunés. Les moins capables. Les moins dignes. Tante, je dois y aller. Joshua, attends. Je sais que ce qu'il a dit n'est pas vrai. Tu as toujours travaillé dur et... J'ai raccroché avant qu'elle puisse terminer sa phrase pleine de pitié. Je suis resté assis sur le bord du lit pendant de longues minutes, à digérer l'information. Harold ne m'avait pas seulement exclu, il avait fait de moi un projet de charité familiale. Une leçon d'humilité pour Marcus afin de montrer sa générosité. Un exemple de ce qui arrive quand on ne choisit pas la bonne voie dans la vie. À 9 h du matin, Marcus est arrivé à mon atelier. Joshua, mec, pourquoi tu ne m'as rien dit? Il s'est approché avec une expression sincèrement inquiète qui m'a fait me sentir encore plus mal. Tu n'avais pas à avoir honte. La famille est là pour ça. J'ai arrêté de régler la clé angulaire dans ma main et je l'ai regardé. Me dire quoi, Marcus? À propos de tes difficultés financières, mon garçon. Grand-père m'a tout expliqué. Il m'a dit que tu traversais une période difficile, que les affaires ne marchaient pas bien. Il a sorti une enveloppe de la poche de son manteau. Écoute, je sais que 500 $, ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. Et Hélène connaît des gens dans le secteur de la logistique. On pourra peut-être te trouver de meilleurs contrats. Je regardais l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. Marcus, je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est la famille. Et autre chose. Il baissa la voix, comme s'il me confiait un secret. Hélène a été impressionnée par ton histoire. Elle a dit qu'elle admirait l'humilité de notre famille, le fait que nous n'abandonnons personne. Cela pourrait même améliorer notre image auprès de sa famille. Notre image. Mon humiliation inventée était utilisée comme carte de visite auprès de l'élite sociale de Boston. Marcus, grand-père vous a menti. Je sais que c'est difficile d'accepter de l'aide, mais... Il a menti, ai-je répété, plus fermement. Je ne traverse pas de difficultés financières. Je n'ai pas envié votre vie. Il m'a dit de ne pas venir à la fête parce que je n'étais pas assez bien pour rencontrer Hélène. Marcus a ri, comme si je plaisantais. Joshua, ça n'a aucun sens. Pourquoi aurait-il fait ça? Demande-lui. L'expression de Marcus changea lentement, son rire se transformant en confusion, puis en quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Tu es sérieux? Tout à fait. Il rangea l'enveloppe dans sa poche, visiblement mal à l'aise. Écoute, il doit y avoir un malentendu. Grand-père s'exprime parfois mal, mais il t'aime. Nous t'aimons tous. Marcus, réponds-moi honnêtement. Bien sûr. Si j'étais un avocat brillant, diplômé de Harvard, avec une voiture de luxe et des costumes de marque, tu crois que grand-père m'aurait demandé de ne pas venir à la fête? Le silence s'installa entre nous comme un gouffre. Marcus baissa les yeux, puis regarda les outils sur l'établi, avant de se tourner à nouveau vers moi. Joshua, Réponds-moi. Probablement pas, admit-il dans un murmure. Alors tu sais qu'il n'y a pas eu de malentendu. Marcus resta là pendant quelques minutes, luttant clairement contre une réalité qu'il ne voulait pas accepter. Finalement, il soupira. Qu'est-ce que tu vas faire? C'était une question simple, mais lourde de conséquences. Parce que pour la première fois de ma vie, Marcus me demandait quelle serait ma décision, sans m'offrir de conseils ni de solutions. Je ne sais pas encore, mentis-je. Car en réalité, à ce moment précis, alors que je regardais mon cousin lutter avec la découverte que notre famille m'avait transformé en un spectacle de charité basé sur des mensonges, je prenais la décision la plus importante de ma vie. Harold Martinez avait bâti son empire sur les apparences et le prestige social. Il avait façonné notre famille pour impressionner les étrangers. Il avait sacrifié la vérité au nom de la commodité. Et maintenant, il utilisait ma prétendue pauvreté comme outil de marketing pour les ambitions sociales de Marcus.
Mais Harold ignorait une chose fondamentale à propos du petit-fils raté, qu'il avait transformé en projet de charité. Pendant qu'il passait des décennies à courir après le statut social et la reconnaissance, j'avais construit quelque chose de bien plus solide et durable qu'une réputation. Et s'il voulait faire de l'argent le seul critère de valeur familiale, j'étais sur le point de lui donner exactement ce qu'il demandait. Roberto, mon mentor et propriétaire de l'atelier où j'ai commencé à travailler à 16 ans, me disait toujours « Joshua, le moteur le plus silencieux et parfois le plus puissant ». Il était temps de montrer à Harold Martinez toute la puissance que j'avais accumulée en silence pendant toutes ces années. Mais d'abord, j'avais besoin d'alliés. Et il y avait une personne qui connaissait tous les secrets financiers de la famille Martinez mieux que quiconque. Elena Santos, la comptable qui avait travaillé pour mon grand-père pendant plus de 20 ans avant de prendre sa retraite. Ce qui s'est passé lorsque j'ai pris rendez-vous avec elle pour prendre un café la semaine suivante allait non seulement changer ma stratégie, mais aussi révéler des secrets de famille qui rendraient ma vengeance non seulement possible, mais aussi terriblement nécessaire. Le mercredi suivant, j'ai retrouvé Elena Santos dans le café du coin où elle avait l'habitude de déjeuner pendant les 23 années, où elle avait travaillé comme comptable principale pour les affaires de mon grand-père. Elena était une femme de 62 ans, aux cheveux gris toujours attachés en un chignon impeccable, qui connaissait chaque centime dépensé par les entreprises Martinez depuis les années 80. Si quelqu'un savait où étaient enterrés les squelettes financiers de la famille, c'était bien elle. « Joshua, mon cher », dit-elle en ajustant ses lunettes de lecture tout en remuant son café. J'ai appris ce qui s'était passé lors de l'anniversaire. Patricia m'en a parlé. Je pris une profonde inspiration. « Madame Elena, j'ai besoin de savoir quelque chose. Monsieur Martinez vous a-t-il déjà parlé des finances familiales? De qui subvient réellement aux besoins de qui ?» Elle rit, d'un rire sec et ironique. « Joshua, tu crois que j'ai passé 23 ans à tenir la comptabilité de ton grand-père sans remarquer certaines incohérences? » Mon cœur s'est emballé. Quel genre d'incohérence? Elena regarda autour d'elle pour s'assurer que nous étions seuls, avant de se pencher vers moi. Marcus n'a jamais gagné plus de 60 000 $ par an, même quand il travaillait dans le conseil à Boston. Mais Harold lui verse 15 000 $ par mois depuis 2 ans. J'eus l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. 15 000 par mois? Tous les mois. Et en plus, l'appartement de luxe où Marcus vit, il est au nom de Harold. La BMW, financée par l'entreprise de son grand-père. Même les dîners coûteux qu'il offre à Hélène sont payés avec la carte de crédit de l'entreprise. Elena sortit un fin dossier de son sac. Après avoir appris ce qui s'était passé, j'ai décidé de faire un petit audit informel. Marcus doit à son grand-père environ 420 000 $ en prêts non déclarés, en allocations et en cadeaux déguisés en investissements commerciaux. Mon esprit traitait l'information au ralenti. Le cousin qui m'avait offert 500 $ de charité vivait comme un parasite familial depuis des années. Et Harold est au courant? Bien sûr. En fait, c'est lui qui a eu l'idée. Marcus a obtenu son diplôme, mais il n'a jamais réussi à subvenir à ses besoins. Alors Harold a créé cette fiction financière. Il fait passer Marcus pour un homme qui a réussi afin d'impressionner la famille d'Hélène. Mais en réalité, ton cousin est un adolescent de 30 ans qui vit de son argent de poche. Elena ouvrit le dossier, révélant des feuilles de calcul détaillées. Il y a plus. La société immobilière de Harold traverse de graves difficultés. 3 grands projets ont échoué l'année dernière. Il finance le train de vie de Marcus en vendant des propriétés qu'il devrait louer pour générer des revenus. J'ai étudié les chiffres. Les revenus de mon grand-père étaient en chute libre, mais les dépenses pour Marcus continuaient d'augmenter. Madame Elena, pourquoi me dites-vous tout cela? Elle soupira et rangea les papiers. Parce que Harold Martinez a oublié d'où il vient. Il a oublié que c'est vous qui l'avez aidé à développer son entreprise en lui suggérant d'automatiser le système de paiement des loyers. Il a oublié que c'est vous qui avez réparé le parc automobile de l'entreprise sans demander un centime pendant des années. Et il a oublié que, de tous ses petits-enfants, vous êtes le seul à avoir vraiment construit quelque chose de vos propres mains. Elle me regarda droit dans les yeux. Mais surtout parce qu'il est temps que quelqu'un montre à Harold qu'il y a des conséquences à traiter sa famille comme des pions dans un jeu d'échecs social. Je quittais ce café avec plus que des informations, je quittais avec des munitions. Les jours suivants, je commençais à mener des recherches minutieuses. J'ai découvert que la société de conseil où Marcus était censé travailler avait fermé ses portes 6 mois auparavant. J'ai découvert que les contrats importants, dont il parlait toujours, étaient en fait des missions ponctuelles en freelance qui lui permettaient à peine de payer ses factures de carte de crédit. J'ai découvert qu'Hélène croyait vraiment qu'elle sortait avec un cadre supérieur prometteur. Tout l'empire prestigieux que Harold avait bâti autour de Marcus n'était qu'un château de cartes financé par sa propre ruine financière. Mais j'avais besoin de plus que des informations. J'avais besoin du bon moment.
L'occasion s'est présentée le vendredi suivant, lorsque Patricia m'a appelé en pleurs. Joshua, Harold a organisé un dîner pour te présenter Marcus aux parents d'Hélène. Ce sera dans le restaurant le plus cher de la ville. Il a dit qu'il voulait montrer à quel point notre famille est unie et prospère. Mon sang a bouilli. Il m'a invité? Pas exactement. Il a dit qu'il espérait que tu viendrais, mais que tu ferais mieux de te comporter correctement. Ne parle pas de nos difficultés financières. Laisse Marcus briller. Des difficultés financières qui n'existaient pas. Marcus brillait avec de l'argent qu'il n'avait pas. Tante, c'est quand le dîner? Demain à 8 heures. Oh le Bernardin. Le Bernardin. 300 $ par personne. Une note que Harold mettrait sur la carte de crédit de l'entreprise en faillite pour maintenir l'illusion de la prospérité. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Roberto, mon mentor. Roberto, j'ai besoin d'un service. Tu te souviens du costume que tu portais au mariage de ta fille? Je peux te l'emprunter demain soir? Bien sûr. Mais pourquoi? Tu détestes les costumes. Il est temps de montrer à certaines personnes que les apparences peuvent être trompeuses. Le lendemain matin, j'ai passé 3 heures à préparer ma présentation. J'ai imprimé des relevés détaillés de mes investissements. J'ai rassemblé les documents de mon atelier montrant mon chiffre d'affaires annuel. J'ai préparé un dossier contenant des informations sur mes biens immobiliers. La maison que j'avais achetée et rénovée moi-même, le terrain que j'avais acquis pour agrandir l'atelier, l'appartement que je louais pour générer un revenu passif. Mais surtout, j'ai imprimé les informations qu'Helena m'avait données sur la situation financière réelle de Marcus et Harold. S'ils voulaient jouer le jeu des apparences, je leur montrerais comment jouer pour gagner. À 19h45, j'ai garé ma camionnette devant le Bernardin. Le voiturier a regardé le véhicule avec méfiance, mais il a accepté les clés lorsqu'il a vu mon costume impeccable et mon attitude confiante. Je suis entré dans le restaurant et j'ai repéré la table de la famille. Harold était aux commandes, vêtu de son plus beau costume, gesticulant avec animation à un couple élégant d'âge mûr, manifestement les parents d'Hélène. Marcus et Hélène étaient assis côte à côte, elle rayonnante dans une robe qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de beaucoup de gens. Tout le monde m'a vu arriver. Harold s'est interrompu au milieu d'une phrase. « Joshua » a-t-il dit en esquissant un sourire. « Je suis ravi que tu sois venu. »« Je n'aurais manqué ça pour rien au monde », ai-je répondu en serrant la main du père d'Hélène. « Docteur Morrison, c'est bien ça? J'ai beaucoup entendu parler de vous. » La conversation a été superficielle pendant les 20 premières minutes. Harold contrôlait la conversation, complimentant sans cesse Marcus et ses réalisations professionnelles. J'ai écouté patiemment ses contrats inexistants et ses succès imaginaires. C'est lorsque le docteur Morrison s'est tourné vers moi que la soirée a vraiment commencé. « Et toi, Joshua? Harold m'a dit que tu avais un garage. Ça doit être un travail. Difficile. » Le ton indiquait clairement que « difficile » était un euphémisme poli pour inférieur. J'ai souri calmement. En fait, docteur Morrison, c'est très gratifiant. Surtout quand on construit quelque chose qui fonctionne vraiment. Marcus a ri nerveusement. Joshua a toujours été modeste au sujet de son entreprise. La modestie est une vertu, ai-je acquiescé. Tout comme l'honnêteté. Harold m'a lancé un regard d'avertissement. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que le jeu de rôle avait assez duré. Si vous suivez cette histoire de dynamique familiale et que vous vous demandez jusqu'où peut aller l'hypocrisie déguisée en prestige, restez avec moi, car ce qui s'est passé ensuite a révélé des vérités qu'aucun restaurant chic n'aurait pu assaisonner. J'ai discrètement sorti mon téléphone et envoyé un message à Helena. C'est le moment. Dans 5 minutes, mon téléphone sonnerait avec un appel qui allait tout changer. Un appel qui mettrait toutes les cartes sur table et obligerait Harold à affronter la différence entre les apparences et la réalité. Mais avant cela, je devais préparer le terrain pour la suite. « Docteur Morrison, ai-je dit en ajustant ma cravate, vous devez être très fier d'Hélène. J'ai entendu dire qu'elle était l'une des avocates les plus prometteuses de Harvard. Nous sommes très fiers, a-t-il répondu en souriant sincèrement à sa fille. Cela doit être réconfortant de savoir que Marcus a une carrière tout aussi solide à lui offrir. La stabilité financière est si importante dans un mariage. Harold déglutit. Marcus était visiblement tendu. Marcus a beaucoup de potentiel, dit rapidement Harold. Le marché du conseil est concurrentiel, mais il se construit une base solide. Se construit, répétai-je pensivement. C'est un mot intéressant. Cela implique d'utiliser ses propres ressources pour créer quelque chose de durable. Mon téléphone se mit à sonner. C'était Helena, pile à l'heure prévue. Je regardai l'écran et feignis la surprise. « Excusez-moi,
c'est un client important. Je dois y aller. Harold se détendit visiblement, pensant que je quittais poliment la scène. S'il avait su ce qui allait se passer, il se serait précipité hors du restaurant avant même que je puisse dire « Allô ». « Allô, Elena » ai-je répondu en gardant une voix neutre tandis que tout le monde à table m'observait. « Joshua, chéri, tu es prêt? Je viens d'envoyer tous les documents à l'adresse email que tu m'as donnée. »« Parfait » ai-je répondu en faisant semblant de parler à un client. « Et pour le budget final ?»« 2 400 000, dit-elle clairement, assez fort pour qu'Harold l'entende. Sans compter les biens immobiliers, bien sûr. Je vis le sang se retirer du visage de mon grand-père. « Merci, Elena. Je te confirmerai les détails demain matin. » Je raccrochai et reportai mon attention sur la table. Désolé de vous avoir interrompu. Les affaires ne s'arrêtent jamais. Le docteur Morrison rit. Je comprends parfaitement. Quel genre d'affaires nécessite une telle attention un samedi soir? Des investissements, répondis-je simplement. Parfois, les chiffres changent rapidement et nous devons ajuster notre stratégie. Harold transpirait visiblement à présent. Joshua, nous devrions peut-être. En fait, l'interrompis-je en sortant à nouveau mon téléphone, puisque nous parlons affaires, aimeriez-vous voir quelque chose d'intéressant? J'ouvris mon application bancaire et tournai l'écran vers le docteur Morrison et sa femme. Leurs expressions changèrent instantanément lorsqu'ils virent le solde, 2 417 342 $. Mon Dieu, murmura madame Morrison. Joshua, c'est le résultat de 15 ans à investir 80% de tout ce que je gagne, dis-je calmement. Pendant que mes contemporains dépensaient leur argent dans des voitures neuves et des vêtements de marque, j'achetais des actions dans des entreprises de transport routier. Je connaissais le secteur de l'intérieur. Marcus était blanc comme un linge. Joshua, pourquoi tu ne nous as jamais? Pourquoi je ne vous l'ai jamais dit? Souris-je froidement. Parce que personne ne m'a jamais demandé. Vous avez simplement supposé que, comme je travaillais de mes mains, j'étais financièrement incompétent. Le docteur Morrison regarda Harold et moi d'un air confus. Mais Harold nous a dit que Joshua avait des difficultés financières. Que Marcus l'aidait. Aider avec quoi? Demandai-je en feignant la surprise. Marcus, tu lui as dit que tu l'aidais financièrement. Mon cousin ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. En fait, continuai-je en ouvrant le dossier que j'avais apporté, j'ai ici quelques documents intéressants. Docteur Morrison, en tant qu'avocat, vous trouverez peut-être cela fascinant. J'ai étalé les feuilles d'Elena sur la table comme des cartes à jouer. Voici les relevés bancaires de Marcus pour les 2 dernières années. Regardez ces dépôts mensuels de 15 000 $ provenant du compte professionnel de Harold. Hélène fronça les sourcils. Marcus, tu n'as jamais parlé d'un revenu passif. Ce n'est pas un revenu passif, expliquai-je gentiment. Ce sont des allocations. Marcus doit environ 420 000 $ à Harold en prêt non déclaré. Le docteur Morrison ajusta ses lunettes, étudiant les documents. Ces chiffres. Harold, cela signifie que l'entreprise est en faillite. Complétâmes-nous. Harold a vendu 3 propriétés commerciales au cours de l'année dernière pour financer le style de vie fictif de Marcus. Le silence à table était assourdissant. Hélène se tourna lentement vers Marcus. Tu m'as dit que tu gagnais 90 000 $ par an dans le conseil. Hélène, c'est compliqué. La société de conseil a fermé il y a 6 mois. L'interrompis-je doucement. Marcus travaille comme freelance occasionnel depuis lors. Ses revenus réels au cours de l'année dernière s'élevaient à environ 18 000 $. Harold retrouva enfin sa voix. Joshua, tu n'as pas le droit de dire la vérité. Ma voix resta calme, mais tranchante. Intéressant. La semaine dernière, tu n'avais aucun problème à répandre des mensonges sur ma situation financière. Madame Morrison regarda son mari avec horreur. Charles, que se passe-t-il ici? Ce qui se passe, dit-il en pliant calmement les documents, c'est qu'Harold a transformé sa famille en pièce de théâtre pour vous impressionner. Il m'a expulsé de l'anniversaire parce que mon apparence ne correspondait pas au fantasme qu'il s'était créé. Je regardai Harold droit dans les yeux. Vous avez dit que cet endroit n'était pas pour les perdants. Vous aviez raison. Ce n'est pas le cas. Je me levai en ajustant ma veste. Docteur Morrison, Madame Morrison, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Hélène, vous méritez quelqu'un qui soit honnête sur qui il est vraiment. Je sortis mon portefeuille et posai 300 $ sur la table. Cela devrait couvrir ma part du dîner. Harold, ne t'inquiète pas pour payer.
Je sais que le compte de l'entreprise est dans le rouge. Je commençais à m'éloigner, mais je me retournai une dernière fois. Ah, Marcus, à propos des 500 $ que tu m'as offerts pour aider ma famille. Je sortis un chèque de ma poche et le posai sur la table. Voici 5000 $, pour que tu puisses recommencer à zéro. Honnêtement, cette fois. Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'entendis Hélène demander à voix basse. Marcus, c'est vrai? Tout ça, c'est vrai? La réponse de Marcus fut un silence qui en disait plus long que n'importe quelle confession. À la sortie, le voiturier s'est précipité pour aller chercher ma camionnette. Quand il est arrivé, il m'a chuchoté « Mec, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ?» J'ai vu quelques serveurs jeter un œil. Je n'ai jamais vu une table aussi silencieuse. J'ai souri en lui donnant un pourboire de 50 $. Juste une conversation familiale nécessaire. En rentrant chez moi, mon téléphone a commencé à sonner avec insistance. Harold. Marcus. Même Patricia a essayé de m'appeler. Je n'ai répondu à aucun appel. Le seul message auquel j'ai répondu était celui de Roberto. Comment était le dîner, Mijo? Instructif, ai-je répondu. Pour toutes les personnes concernées. Mais tandis que je roulais dans les rues éclairées de la ville, une seule question résonnait dans mon esprit. Harold comprendrait-il enfin la différence entre avoir de la valeur et en avoir l'air? Ce qui s'est passé les jours suivants allait prouver que certaines leçons s'apprennent à la dure et que la vérité, une fois révélée, a le pouvoir de bouleverser complètement le tissu familial. Les 3 mois qui ont suivi le dîner au Bernardin ont été comme regarder un château de cartes s'effondrer au ralenti. Harold a appelé le lendemain, essayant de minimiser les dégâts. Joshua, pouvons-nous parler comme des adultes? Je me suis peut-être mal exprimé. Non, ai-je répondu simplement. Tu t'es exprimé parfaitement. Et moi aussi. Marcus a tenté une approche différente une semaine plus tard, se présentant à l'atelier avec des cernes sous les yeux et une humilité que je ne lui avais jamais vue auparavant. Joshua, Hélène m'a quitté. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un qui construit toute une relation sur des mensonges. J'ai continué à travailler sous le capot du camion, sans lever les yeux. Et grand-père est furieux contre moi, a-t-il poursuivi. Il dit que j'ai gâché des années de préparation pour impressionner sa famille. Il m'a coupé les vivres. J'ai finalement levé la tête et les regardé. Marcus, tu veux savoir la différence entre nous deux? Il a acquiescé, désespéré. Quand j'avais 22 ans et que j'ai commencé à investir mes premiers 700 $, je n'en ai parlé à personne. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que je savais que le vrai succès se construit en silence. Toi, en revanche, tu as passé toute ta vie à te donner en spectacle devant un public qui ne te respectait même pas. Marcus baissa la tête. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu apprends à vivre avec ce que tu es vraiment, pas avec ce que tu prétends être. 3 semaines plus tard, Patricia m'a appelé en pleurs. Joshua, Harold a eu une légère attaque. Il est à l'hôpital. Je suis allé lui rendre visite. Pas pour lui demander pardon, mais pour tourner la page. Il était pâle, branché à des moniteurs, mais ses yeux avaient toujours cette lueur d'obstination familière. « Tu es venu te réjouir de mon malheur ?» m'a-t-il demandé d'une voix faible. « Je suis venu te dire quelque chose que tu n'as jamais compris », ai-je répondu en tirant une chaise. « Harold, je t'ai toujours respecté. Pas pour l'argent que tu as gagné ou les propriétés que tu as achetées. Je te respectais parce que tu es parti de rien. Tu as travaillé de tes mains, tu as construit quelque chose de réel. » Il m'a regardé, perplexe. « Mais à un moment donné, tu as oublié d'où tu venais. Tu as oublié que le travail honnête a de la dignité. Tu as oublié que la famille doit être fondée sur l'amour, pas sur la performance sociale. » J'ai sorti une enveloppe de ma poche. Voici les documents relatifs à ta dette médicale. Elle est payée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pourquoi? Parce que malgré tout, tu es toujours mon grand-père. Et parce que je peux le faire. Je me suis levé pour partir, mais il m'a appelé. Joshua, je te demande pardon. Je me suis retourné une dernière fois. Harold, vous m'avez appris que ce monde n'est pas fait pour les perdants. Vous aviez raison. Ce n'est pas vrai. Il est fait pour les gens qui travaillent dur, qui sont honnêtes avec eux-mêmes et qui construisent des choses réelles. Malheureusement, vous l'avez oublié. Le docteur Morrison m'a contacté 1 mois plus tard. Hélène avait raconté toute l'histoire à ses parents, qui avaient été impressionnés non pas par l'argent, mais par l'intégrité dont j'avais fait preuve. Joshua, je travaille dans le domaine des investissements depuis 30 ans et j'ai rarement vu quelqu'un de votre âge avec une telle discipline financière. J'ai quelques clients qui pourraient bénéficier de vos conseils. C'est ainsi que j'ai commencé à donner des conseils financiers. Non pas parce que j'avais besoin d'argent,
mais parce que j'ai découvert que le fait d'apprendre aux autres à construire une véritable richesse m'apportait plus de satisfaction que d'accumuler des chiffres sur un compte. Roberto, mon mentor, a fait la remarque la plus perspicace de toutes. Mijo, tu sais quelle a été ta plus grande revanche? Laquelle? Tu n'as pas changé qui tu es. Ils ont essayé de te faire honte de ton travail, de ton apparence, de ton choix de vie. Et tu as prouvé que tu pouvais avoir 2,5 millions de dollars et préférer te salir les mains avec de l'huile de moteur. Il avait raison. Je me lève toujours à 5h30 du matin. Je travaille toujours dans l'atelier 4 jours par semaine. Je conduis toujours ma camionnette Ford qui a 230 000 km au compteur. La différence, c'est que maintenant, je le fais par choix, pas par nécessité. Marcus a trouvé un travail honnête dans une entreprise de logistique où il gagne 42 000 dollars par an. Nous avons partagé un déjeuner silencieux le mois dernier. Nous n'avons pas parlé du passé, mais j'ai remarqué qu'il était différent. Moins anxieux. Plus réel. Hélène, j'ai appris par la suite, s'est mariée avec un professeur d'histoire. Quelqu'un qui gagne un tiers de ce que Marcus prétendait gagner, mais qui est authentique. Harold s'est remis de son AVC, mais il a vendu son manoir victorien. Il vit désormais dans un appartement plus petit, mieux adapté à sa situation financière. Il m'envoie parfois des SMS simples. « Comment ça va ?» Je réponds toujours « Bien, merci ». L'atelier s'est agrandi. J'ai maintenant 12 employés et une liste d'attente de 3 semaines pour les services spécialisés. Non pas parce que je suis devenu célèbre après que l'histoire du restaurant se soit répandue dans toute la ville, mais parce que nous avons toujours été bons dans ce que nous faisons. Il y a 6 mois, une jeune fille de 19 ans nommée Sophia s'est présentée à l'atelier à la recherche d'un emploi. Elle m'a rappelé moi-même à son âge, déterminée, travailleuse, mais sans orientation financière. Sophia, lui ai-je dit à la fin de la première semaine, veux-tu apprendre quelque chose que l'école ne t'enseigne jamais? Aujourd'hui, elle investit 15% de son salaire dans des fonds indiciels. Dans 30 ans, elle sera millionnaire. Mais monsieur Joshua, m'a-t-elle demandé la semaine dernière, quand je serai riche, je devrais le dire à tout le monde. J'ai souri, me souvenant de la question à laquelle je n'avais jamais su répondre à 22 ans. Sophia, tu le diras aux personnes qui te respectent indépendamment de ce que tu possèdes. Et tu le garderas secret pour ceux qui ne t'apprécieraient que pour ton argent. Comment faire la différence? Ils se révèlent eux-mêmes. Toujours. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation de mariage inattendue. Patricia se remariait à 58 ans avec un professeur à la retraite qu'elle avait rencontré dans un cours de jardinage. Joshua, m'a-t-elle dit lorsque je l'ai appelé pour confirmer ma présence, je veux te remercier. Pourquoi, ma tante? Pour m'avoir montré que la vraie famille, ce n'est pas d'impressionner les autres. C'est d'être présent, même quand c'est difficile. Le mariage était simple. 15 personnes dans un petit jardin. J'ai porté le même costume que Roberto m'avait prêté pour le dîner au Le Bernardin, mais cette fois-ci par joie, pas par stratégie. Harold était là, appuyé sur une canne, mais souriant sincèrement pour la première fois depuis des années. Marcus est arrivé seul, vêtu d'un costume modeste qu'il avait clairement acheté d'occasion. Pendant la cérémonie, j'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. C'était une vraie famille. Des personnes imparfaites qui avaient choisi de s'aimer malgré leurs défauts, et non pour leur apparence. Après la cérémonie, Harold s'est approché de moi. « Joshua, je peux te poser une question ?» « Bien sûr. »« Tu me considères toujours comme un membre de ta famille ?» La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant un instant, j'ai repassé mentalement toutes ces années de mépris, toutes les comparaisons cruelles, toute l'humiliation. Puis je me suis souvenu d'un homme qui m'avait appris à changer l'huile à l'âge de 10 ans, qui m'emmenait au garage le week-end, qui, avant de se perdre dans son ambition sociale, avait été un grand-père qui m'aimait. « Harold, » ai-je dit en posant ma main sur son épaule, « tu as toujours fait partie de la famille. Le problème n'a jamais été ça. Le problème, c'est que tu as oublié ce que signifie vraiment la famille. » Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Cela signifie-t-il qu'il y a encore de l'espoir pour ce vieil idiot? Il y a toujours de l'espoir pour ceux qui sont prêts à changer. Aujourd'hui, 2 ans après ce dîner qui a tout changé, je me réveille chaque jour en sachant qui je suis. Je ne suis pas le petit-fils raté qui a besoin de prouver sa valeur. Je ne suis pas le millionnaire qui cache sa richesse par manque de confiance en lui. Je suis Joshua Martinez. Je travaille de mes mains, j'investis avec ma tête et j'aime avec mon cœur. La véritable richesse ne réside pas dans les 2 700 000 dollars que j'ai aujourd'hui sur mon compte bancaire. Elle réside dans la tranquillité d'esprit de savoir que j'ai tout construit honnêtement. Elle réside dans la satisfaction d'enseigner à Sophia que l'argent est un outil, pas une identité.
Elle réside dans la capacité de pardonner sans oublier les leçons apprises. Harold a essayé de m'apprendre que cet endroit n'est pas pour les perdants. Au final, j'ai découvert qu'il avait tout à fait raison. Mais pas pour les raisons que j'imaginais. Cet endroit, ce monde, cette vie, cette famille, n'est vraiment pas pour les perdants. C'est pour les gens qui travaillent honnêtement, aiment sincèrement et construisent des choses réelles. Si cette histoire de dépassement de soi et d'acceptation de soi vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sur la véritable force qui vient de la connaissance de sa propre valeur, indépendamment de l'opinion des autres. Car en fin de compte, la personne que vous devez impressionner vous regarde dans le miroir tous les jours. Et quand elle vous sourit en retour, vous savez que vous avez gagné. Harold a passé des années à essayer de me transformer en ce qu'il pensait que je devais être. Au final, cela m'a seulement aidé à découvrir qui j'ai toujours été. Un homme qui mesure le succès non pas à la taille de son compte en banque, mais à la solidité des fondations sur lesquelles il construit sa vie. Et ces fondations, eh bien, elles sont inébranlables.